Annonce tout dernièrement de modifications dans les amendes qui pourraient être attribuées aux malfrats ou aux malfaisants dans certains dossiers qui concernent la loi sur la mise en valeur de la faune. J'ai avec moi Raphaël Limet du Service de protection de la faune. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va super bien, puis je suis content qu'on puisse prendre le temps de parler de ça, parce que malgré qu'on va se dire un constat d'infraction, c'est jamais le fun pour tout le monde, ça peut devenir un moyen de protéger, de permettre de protéger la pérennité de nos espèces fauniques, puis de permettre de protéger quelque chose d'autre qu'on parle pas assez souvent non plus, qui s'appelle le droit de chasse. Puis là, je vole un petit peu le côté des infractions, mais je veux commencer avec, comme prémisse, le droit de chasse. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce que c'est exactement le droit de chasse que vous, agent de protection de la faune, avez à faire respecter? Oui, c'est ça. Mais en fait, pour redéfinir un peu le droit de chasse, il faut quand même remettre des balises claires pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est la responsabilité de tous et chacun de valider qu'on connaît bien la réglementation en application, y compris sur notre propre territoire de récolte, que ce soit au niveau de la chasse, la pêche, le piégeage, c'est la même chose. Puis au Québec, la base de tout, c'est de savoir que tout le monde a le droit de pêcher, chasser et piéger. C'est protégé par la loi, dans le fond, la loi sur la conservation et la mise en valeur dont vous avez parlé tantôt. En fait, il faut comprendre que si on pratique une activité, toute personne, qu'elle soit elle-même chasseuse, pêcheuse, piégeuse ou piégeur ou non, dans le fond, elle doit respecter votre droit. Donc, c'est toute personne qui va nuire volontairement, j'entends volontairement, il y a des fois, ça peut arriver dans certaines circonstances que les gens ne savent pas la présence d'un chasseur, puisqu'on tente d'essayer de cacher le plus possible. Mais lorsqu'on peut déterminer que c'est une nuisance volontaire, il s'agit d'une infraction. Là, on parle de toutes sortes de façons de commettre cette infraction-là. On parle de menaces, on parle de bloquer des chemins, on parle de rendre des appâts inutilisables, faire fuir le gibier volontairement, toutes sortes de situations qui peuvent permettre à une personne d'empêcher quelqu'un de chasser légalement au Québec. Mais tout ça, ça peut devenir quand même compliqué à interpréter, dépendamment des territoires sur lesquels on se retrouve. Puis je m'explique un peu. Il y a comme un non-dit, un non-écrit sur certains territoires, comme le territoire libre, dans lequel les gens vont s'attribuer des parties de territoire. Là, je comprends qu'il y a un appel à la diligence, mais il y a matière dans ce type de secteur-là à informer encore plus les gens, parce que on se disait en pré-entrevue tout à l'heure, il n'y a pas personne qui devrait ignorer le règlement qui a lieu sur ces lieux-là. J'imagine que la sensibilisation et les interventions que vous faites doivent être plus justement en territoire libre au niveau de l'obstruction à la chasse. Oui, bien sûr, mais évidemment, il y a le respect de la propriété privée aussi qui est primordial. Nous, on n'interviendra pas pour ce qui est du droit de propriété comme tel. Cela dit, il y a des terrains privés sur lesquels les agents peuvent tout à fait aller vérifier du monde en action de chasse. Puis il y a des gens éventuellement qui vont se faire nuire à leur droit de chasse sur leur propre terrain privé. Donc, l'important, le message principal là-dedans, c'est courtoisie. Partage du territoire. Vous n'avez pas plus le droit qu'une autre personne à être sur un territoire public. Ça, il faut le retenir. Mais évidemment, lorsque vous occupez légalement un secteur, bien, personne ne peut nuire volontairement à votre chasse. Je le rappelle. Quelqu'un le fait. Oui. Mon réflexe à moi serait d'appeler SOS Braconnage. Est-ce que je suis au bon numéro si je fais ça? Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut aviser les agents de protection de la faune du Québec. Dans le fond, SOS Braconnage, urgence, faune sauvage, c'est le bon réflexe à avoir. Il y a le numéro sans frais, évidemment, que tout le monde connaît pour appeler les agents. Donc, effectivement, sitôt qu'il va y avoir un signalement, un agent va s'occuper de votre dossier d'une manière ou d'une autre. Bien, ça m'amène à une question qui est très, très, très importante, puis il y a beaucoup de valeur pour nous, chasseurs. Il y a des idées préconçues sur qu'est-ce qui se passe après la plainte. Est-ce que vraiment mon coup de fil va être pris au sérieux puis il va y avoir une démarche? Oui, tout à fait. Normalement, l'agent va enquêter sur la situation. La première des étapes qu'il va faire, c'est d'aller rencontrer le plaignant ou la plaignante dans le dossier. Donc, on va prendre sa déposition des faits. Évidemment, vous comprendrez que si le plaignant a peur pour sa sécurité ou quoi que ce soit, puis qu'il ne veut pas faire de déposition, qu'il ne veut rien dire, c'est difficile de faire une preuve. Nous, on a besoin d'avoir certains éléments. Mais par contre, si cette personne-là, elle se sent lésée dans son droit de chasse, elle va donner toutes les informations nécessaires à l'enquête. On va prendre sa déposition, on va la joindre au dossier. Ça va rester confidentiel, évidemment. Dans tous les cas, c'est le cas. Et puis, lorsque la plainte va être suivie, que la personne va avoir été rencontrée, là, éventuellement, si on est en mesure de retracer le ou les suspects,
eux, ils vont être rencontrés à leur tour. On va prendre leur version des faits. On va s'assurer, évidemment, d'avoir toutes les preuves nécessaires. Puis si l'ensemble de la preuve vient démontrer, hors de tout doute raisonnable pour ce qui est de la Cour, qu'il y a effectivement une personne lésée dans la situation, le dossier va cheminer en cours et éventuellement, il va y avoir un procès. Là, il reste moins d'une minute. Les amendes qui ont été modifiées, justement relatives, entre autres, à l'obstruction au droit de chasse, quand même des majorations importantes. Oui. La bonne partie des majorations des amendes grâce à PL 88, donc le projet de loi qui est rentré en vigueur pour la C61.1, donc la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, dans beaucoup de cas, ça a été doublé, les amendes. Et en plus, il y a des peines d'emprisonnement aussi de possibles dès la première infraction. Ça, c'est un gros point qui vient changer beaucoup de choses parce que, malheureusement, l'être humain est être humain et à un moment donné, le complexe fait qu'on arrive à dire, à la limite, je paierai. Mais là, il y a des peines d'emprisonnement qui sont possibles. Oui. On doit aller à la pause rapidement. Je conclurai ça peut-être en disant quelque chose qui ressemble à mon impression du message que vous me portez. Courtoisie. Si altercation, soyez donc le plus intelligent des deux, retirez-vous, retenez les détails, faites une plainte à SOS Fonds, question de pouvoir identifier les gens qui étaient là, et de là, la plainte va être suivie. C'est exactement ça. Un énorme merci, M. Limet. On se quitte le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, on parle de batteries hyper légères, des Voltium, 24 volts, mais pas 24 volts, excusez-moi, mais 24 ampères, la nouveauté dans le 12 volts. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission.